Et c'est le moment de votre chronique. On en parle. Les forces étrangères doivent-elles quitter le Burkina Faso et le Mali? C'est la question que l'on vous a posée cette semaine après la manifestation à Ouagadougou le week-end dernier pour dénoncer la présence de ces forces armées étrangères et après que la base de la MINUSMA de Sévaré au Mali a été prise pour cible et vandalisée. Merci Nicolas Normand d'être avec nous. Vous êtes l'ancien ambassadeur de la France au Mali, au Congo-Brazza, au Sénégal et en Gambie et vous êtes l'auteur aussi de ce livre, Le Grand Livre de l'Afrique aux éditions Erol, préfacé par Éric Orsena. D'abord, première réaction d'un de nos téléspectateurs, une première réaction qui fâche un peu, c'est Ibrahima Démé de Dakar qui nous dit c'est un peu la colonisation qui continue. Elles sont là, ces forces armées, pour leur intérêt géostratégique. Voilà, alors c'est effectivement une réaction assez répandue. Ça fait maintenant presque 7 ans que l'armée française est présente au Mali et un peu depuis moins longtemps au Burkina Faso et dans les 5 pays du Sahel. Alors les raisons de cette incompréhension, voire même de cette impopularité, parfois hostilité, sont compréhensibles. La première, c'est que les résultats ne sont pas très satisfaisants, puisque ces forces étaient là pour combattre les groupes terroristes et les groupes djihadistes, et ces groupes n'ont pas disparu. Au contraire, ils se sont maintenus, ils se sont étendus. Les attaques se multiplient. Voilà, les attaques se sont multipliées. Le deuxième point, c'est qu'il y a un péché originel. Je ne parle pas de la colonisation qui est aussi un péché originel, je parle de l'erreur qui a été faite lorsque ces forces françaises militaires sont arrivées en janvier 2013 au Mali. Sur le terrain, elles ont coopéré avec les séparatistes, donc elles ont considéré qu'il y avait des bons et des mauvais groupes armés, et elles se sont concentrées sur le combat contre les djihadistes, tout en s'alliant avec les séparatistes. Et on ça a créé une incompréhension. Ça a créé une très forte incompréhension, parce que ces séparatistes étaient à l'origine même de la coupure du Mali en deux, et donc du problème. C'est eux qui ont pris l'initiative de la rébellion, les djihadistes les ont rejoints rapidement. Alors, ça crée un problème important aussi, parce que la ville de Kidal n'a pas été libérée de la rébellion, alors que l'armée française était là quand même pour réunifier le pays et libérer le nord. Non seulement elle n'a pas été libérée, mais le chef actuel des terroristes, qui est Yad Ghali, qui est un chef touareg, est un homme originaire de Kidal, et ça reste l'homme fort de Kidal. Donc ce problème n'est pas résolu. Or les Maliens ne vont pas renoncer à Kidal. Le Mali ne peut pas se passer du nord et de Kidal. Le président du Niger, le président Issoufou, lui aussi a protesté contre cette situation à Kidal, et il a protesté publiquement. Donc ça crée une ambiguïté absolue. Et on comprend évidemment donc voilà. Cette réaction. Il y a cette question qui vient du Mali justement et qui pose justement cette question. Quelles sont les missions de ces forces? Elles sont méconnues des populations, nous dit Haroun Keïta. Alors, vous avez raison. Donc, il y a une ambiguïté sur la mission, parce que les gens se demandent si les forces françaises sont là pour aider les séparatistes, si elles sont là pour prospecter des richesses minières. Certains, constatant qu'il n'y a pas d'extinction du terrorisme, se demandent si on n'est pas complice même du terrorisme, n'est-ce pas? Ça peut aller jusque-là. Les missions, elles sont... Il y a beaucoup de rumeurs, hein, il y a beaucoup de rumeurs, voilà. Oui. Alors, les missions, elles sont militaires, donc faciles à énoncer. Il s'agit de combattre une catégorie particulière de groupes, les groupes de djihadistes armés. Voilà. Alors, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a des causes non militaires, effectivement. C'est-à-dire que le terrain conquis sur les djihadistes n'est pas réoccupé par une administration malienne ou burkinabé, le cas échéant. Et donc, il n'y a pas de... Il y a des zones qui sont libérées des terroristes, mais l'armée se déplace et les groupes reviennent. Voilà. Groupes reviennent. Et justement, alors Abso fait cette proposition et il dit qu'il faut une approche régionale, voire continentale. Tous les pays de la zone doivent avoir un plan d'action commun. Alors, l'approche continentale ou régionale, ça ne va pas de soi, parce qu'au départ, ce sont quand même des conflits locaux. Il n'y a pas, n'est-ce pas, une sorte de vaste arc de crise qui serait alimenté par le Moyen-Orient. C'est inexact. Tous les conflits djihadistes ou autres sont venus de problèmes locaux, en fait. Donc, il faut quand même traiter le mal à la racine. Or, le mal à la racine, ça veut dire qu'il faut satisfaire les problèmes qui ont été rencontrés, leur donner une réponse.
réponse. Et les problèmes, c'est l'absence de sécurité parce que il n'y avait pas de sous-préfet, il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas non plus de projet de développement. Donc l'État était absent de ces zones. Mais justement, c'est ce que nous fait remarquer Mohamed Ido Al-Freeman du Mali, qui nous dit, je ne sais pas pour le Burkina, mais au Mali, l'armée n'est pas capable d'assurer la sécurité. Alors, l'armée seule ne peut pas assurer la sécurité parce que derrière l'armée, il faut administrer un territoire. Il ne faut pas créer un Far West sans shérif, n'est-ce pas? Il ne faut pas créer des zones, des friches dans lesquelles il n'y a pas d'autorité. Sinon, spontanément, des groupes armés vont se former parce qu'il y a des gens qui ont du ressentiment, il y a des gens qui ont des ambitions, il y a des narcotrafiquants, il y a toutes sortes de motivations. Richard Guetta de Côte d'Ivoire lui dit que si les forces étrangères partent, les armées des deux pays seront-elles vraiment prêtes à assurer la relève? C'est un peu dans la même idée. Alors, en fait, on touche le fond du problème parce que en 2012, l'armée malienne avait été battue par des groupes armés. C'était cette fameuse colonne qui allait justement là-bas. Et en 2014, ils ont été battus par les séparatistes. En 2012, c'était par une alliance de séparatistes et de djihadistes et de narcotrafiquants, on peut dire. Donc, c'est pas normal qu'une armée soit battue par des bandes armées, n'est-ce pas, par des coupes-jarrets. Le cœur du problème, c'est que l'armée malienne, qui faisait 16 000 hommes, n'était pas formée, n'était pas équipée. Elle avait en plus intégré d'anciens rebelles dans des conditions difficiles. Et donc, c'était pas une armée efficace. Donc, le cœur du problème, le cœur de la solution aussi, c'est de renforcer, rééquiper, former, restructurer, augmenter ces armées du Sahel. Mais ça doit passer par quoi, justement? Alors, ça passe pas forcément par le G5 Sahel. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Alors, le G5 Sahel, au départ, ça semble une bonne idée parce que, en termes de marketing, c'est bien de créer une nouvelle organisation pour traiter un problème spécifique. Ça va attirer des financements. C'était ça le but. L'inconvénience est double. Premièrement, c'est plus compliqué de faire quelque chose de multilatéral avec de nombreux partenaires. Vous avez les partenaires africains, vous avez les bailleurs de fonds qui décident quoi, comment on dépense l'argent, etc. Où est l'autorité qui prendra les décisions? Il y a des querelles bureaucratiques et donc les crédits vont être difficilement déboursés. Il va toujours manquer quelque chose. Bon, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si on associe ensemble des armées assez faibles, le résultat sera pas très efficace. En plus, il n'y a pas l'Algérie qui est la principale armée dans la région. Il n'y a pas non plus le Sénégal qui est une armée assez solide. Donc, je crois que la solution la plus simple, elle est moins sexy et on a plus de mal à attirer des fonds et des bailleurs de fonds, c'est d'aider bilatéralement les armées, comme d'ailleurs le font les Américains notamment, et comme le fait quand même un peu l'Union européenne avec EUTM et d'autres missions. C'est-à-dire donc justement que peut-être, enfin vous, c'est peut-être votre opinion, mais que ces armées, par exemple européennes, françaises ou américaines, doivent aller justement former là-bas sur le continent ces armées? Alors, cette crise va durer. Je veux dire, on sait que ça va durer longtemps. C'est pas une affaire qui va disparaître. Donc, il faut traiter maintenant sérieusement le mal à la racine. Il ne s'agit pas de faire des slogans genre sécurité, développement. C'est pas une action militaire plus un petit projet de développement construit sur le sable, au sens propre et figuré d'ailleurs, qui va résoudre le problème. Il faut traiter la racine du mal, et la racine du mal, ce sont les fonctions régaliennes. Alors, ça commence par la fiscalité, n'est-ce pas? Lorsque une bonne partie de l'économie d'un pays est informelle, il n'y a pas d'impôt. S'il n'y a pas d'impôt, on ne peut pas payer des policiers, et financer on ne peut les pas armées. payer des juges, on ne peut pas payer des gendarmes, on ne peut pas payer une armée. Donc il faudrait commencer par ce problème-là. Merci Nicolas Normand d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, Le Grand Livre de l'Afrique, est publié aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous. Merci.